Par rapport à la précarité, que comptez-vous faire pour enrayer la pauvreté en France ? Oui, moi je pense qu'il faut augmenter le SMIC et que des baisses de charges sociales peuvent être attribuées en fonction de la qualité des emplois. Si je suis élu président de la République, je ferai la réforme des régimes spéciaux et je poserai la question des petites retraites. Plus d'argent pour les petites retraites, moins d'avantages pour les régimes spéciaux. Cette solidarité ne peut se passer que dans le cadre national. Il ne peut pas y avoir de solidarité mondiale. On n'a pas de solidarité sociale avec l'Afrique. C'est moi qui sème et c'est moi qui récolterai. On n'a qu'à prendre sur les profits, sur les dividendes pour maintenir les emplois. Moi, ce que je propose, c'est une allocation d'autonomie pour tous les jeunes en formation ou à la recherche d'un emploi de 18 à 25 ans à hauteur de 700 € minimum. Plus de travail et moins d'impôts. Alors qu'aujourd'hui, c'est moins d'impôts, plus de travail. On fait 49,89% des recettes de l'État par la TVA. Eh bien, je trouve ça va pas, parce que la TVA, tout le monde la paye. Et le caddie de la ménagère, c'est pas tout à fait le caddie de Mme Bettencourt ou de la femme de M. Pinault. Il y a encore beaucoup trop d'impôts en France. Les Français sont écrasés. Sait-on qu'un Français travaille jusqu'au 15 juillet, du 1er janvier au 15 juillet, pour les impôts, pour l'État. Bon, les remboursements pour les lunettes et les prothèses, on ne peut pas se trimballer avec une dent qui manque. J'ai proposé qu'on porte les remboursements jusqu'à 50%. Nous sommes favorables à un revenu d'autonomie pour les jeunes. Je m'engage à la hausse du SMIC à 1 500 € par mois et à une hausse des bas salaires. Je propose donc que toutes les heures supplémentaires rapportent 35% de plus. Donc un gain net, rapide, immédiat et liquide. 50%. 35%. 700 € minimum. Baisser la TVA. Et moins d'impôts. De la compte. Salut à tous. Lundi dernier, Ségolène Royal rassemblait 8 900 000 téléspectateurs sur TF1, un record historique. Pourquoi les émissions politiques cartonnent-elles autant ? Sur notre plateau, 2 observateurs en campagne, le patron de la rédaction de l'Express, Christophe Barbier, et un chroniqueur de Canal très matinal, Mouloud. Qui représentera la France à l'Eurovision ? Pour le savoir, tapez France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO. Julien Lepers est notre invité. Il sera accompagné de Maïtena Biraben qui, elle, a pris le large sur Canal. Dans Plus Clair également, une page se tourne à TF1. En mai prochain, Patrick Lelay, le président, quittera son poste de directeur général. Les animateurs et la justice, 3 plaintes déposées contre Jean-Luc Delarue. L'occasion de revenir sur ces affaires plus nombreuses qu'on ne le pense. Mais d'abord, le top 5 d'Éric Dussart et son palmarès d'informations médias absolument essentiel. Top, c'est parti. Numéro 5, les Desperate Housewives devraient en prendre pour 4 ans supplémentaires de dépression. Ce serait cool. Le créateur de la série a annoncé cette semaine qu'a priori, elle devrait continuer jusqu'en 2011. Wow. Seul hic, il va falloir alimenter l'intrigue pour tenir la distance et pourquoi pas trouver de nouvelles Desperate Housewives. Auquel cas nous leur conseillons Fabienne Amiac, Madame Météo de France 3, car dans le genre déjanté elle est pas mal. La preuve, sa tenue de mardi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Sympa d'être venu déguisé à l'antenne pour le Mardi Gras. C'est exagéré tout de même, tu ne trouves pas ? Numéro 4, Fremantle à la recherche de sa nouvelle star, son nouveau patron. Viviane Godefroy partie pour M6. La maison de production cherche celui ou celle qui pourra la remplacer à la direction. C'est un gros taf. Oui. D'après le point, 3 personnalités sera pressenti pour ce poste. Jean-Baptiste Jouy, ex-directeur des programmes de France 2, Xavier Couture d'Endemol, ainsi que la directrice des programmes de cette dernière société, Alexia Laroche-Joubert. Le nouveau boss de Fremantle qui aura sous sa responsabilité une sacrée équipe, notamment ces 4-là, Super Nanny ou encore Julien Lepers. Oh, peu cher. Ouais, d'autant que Juju en ce moment faut le recadrer, vu ses déclarations de rebelle. Le pavot, c'est bon. Le pavot, c'est bon. Numéro 3, TF1 veut son plus belle la vie. D'après TV Mag, la chaîne travaillera actuellement sur une série du même type. Tu te fous de moi là ? Pas du tout, un appel d'offres aurait même été lancé car ils ont eu un vrai coup de cœur pour cette série de France 3, dont il paraîtrait qu'ils adorent les intrigues. T'es tout de ma gueule ? Un peu. Il s'agit évidemment avant tout de signer un feuilleton qui glanerait autant d'audience que celui de France 3, mais que les héros de Plus belle la vie se rassurent. Ils resteront toujours les premiers car TF1 n'aura jamais pour ses bandes annonces la voix off de rêve qu'ils ont, un comédien au jeu si naturel. Et voilà. Bonjour ma chérie. Le grand Charles est de retour. Maître Nastré. Bonjour. Adieu bénéfice, calme et honnêteté. Et oui, dans les bandes annonces de Plus belle la vie, c'est le Père Noël qui te parle. C'est reparti pour un tour. Numéro 2, un événement d'importance planétaire cette semaine. Et c'est la vérité. L'anniversaire de la cible. Un jeu d'enfant. L'émission fêtait mercredi son 1000e numéro avec en guise de gâteau de savoureux extraits interdits.
Va chier dans ton pot. Écoutez, je vous remercie. Me concernant en tout cas, je n'en ressens pas le besoin. Une fête au goût un peu amer puisque des rumeurs de plus en plus insistantes semblent dire que la direction de France 2 aurait ce jeu dans le pif et que du coup, il devrait bientôt faire plouf. On parle d'une éventuelle suppression fin mars, il ne vous resterait donc plus beaucoup de temps pour essayer de comprendre ce jeu de ouf où Marie-Ange Nardi raconte en toute impunité absolument n'importe quoi. Veuf, bœuf, patapouf. Numéro 1, c'est l'info-fiction de la semaine. Doc Gynéco, bientôt héros d'un téléfilm sur TF1, une adaptation d'Ali Baba et les 40 voleurs, où, oh surprise, il ne jouera pas un Ali Baba cool, ils ont choisi de faire dans le comique, il lui confie le rôle du génie. Et pourtant, apparemment, il ne faut pas trop le frotter comme une lampe en ce moment, sinon l'alarme se met en route. Après l'épisode Ruquier, nouveau pétage de plomb pour le Doc il y a quelques jours, en radio cette fois, dans les studios de WeFM, où il s'est encore mis en pétard et pas dans le sens habituellement entendu avec lui. Imbécile, tu veux mourir? Origine de cet échange sympathique, le fait que les équipes de WeFM aient exigé qu'un des membres de son staff quitte le studio pendant l'interview, de quoi sortir le Doc de sa torpeur, et au réveil, il n'est pas de bonne humeur. Calmez-vous les mecs, parce que sinon moi je le couche. J'aime pas la presse. C'est quelqu'un qui aime bien. Je te couche et je le couche après. Mais oui, même quand il s'énerve, on reste dans des histoires de coucherie. Hein. D'ailleurs, cette altercation, on aurait dit une nouvelle version d'un de ses plus grands tubes. Le Doc Gynéco, je déroule les slips d'un coup. Je vais t'arracher tes couilles, je vais te bouffer le cul. Je vais te lécher la chatte. Fais attention. Coup de tonnerre à TF1 mardi lors du conseil d'administration. Patrick Lelay a annoncé qu'il souhaitait quitter ses fonctions de directeur général de la chaîne plus tôt que prévu. Il restera néanmoins président. Christelle Rebière. Patrick Lelay en retrait. En mai prochain, il cédera son poste de directeur général à Nonce Paolini, un pilier du groupe Bouygues, et gardera la présidence tout au plus pendant 2 ans. C'est un tournant pour TF1, car Lelay a fait de cette chaîne une exception. C'est une chaîne qui fait à peu près un tiers de l'audience de la télévision française et qui collecte plus de la moitié des recettes publicitaires de la télévision. Donc c'est une situation qui n'existe nulle part ailleurs en Europe. Il y a 20 ans, lors des auditions en vue de la privatisation de TF1, Patrick Lelay se donnait une ligne de conduite. Tout d'abord, respecter le téléspectateur. C'est-à-dire ne pas abîmer ce qu'il aime, protéger ses rendez-vous familiers, protéger les émotions qu'il doit à la une et les services que la une lui rend. 17 ans après, le discours avait, comment dire, un peu évolué. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Mais peu importe, TF1 pulvérise les audiences. Le grand bluff de Patrick Sébastien en 92, qui était une référence pendant longtemps, parce qu'on captait quasiment 75% de part d'audience, donc c'était énorme. Des programmes de télé-réalité qui poursuivent pendant 6 ans, Koh-Lanta, la Star Academy, qui sont présentes les mêmes programmes pendant 6-7 ans de suite, c'est quand même quelque chose qui est absolument colossal. Aujourd'hui, sa part d'audience frôle les 32%, mais se fait grignoter par les nouveaux médias. Patrick Lelay a tout fait pour retarder l'arrivée de la TNT, puis s'est résolu à prendre le train en marche via des participations dans TMC et NT1. Et aujourd'hui, 1 an après avoir cédé TPS à CanalSat, on reparle d'un bouquet satellite gratuit. TF1 se pose un peu en concurrent de la TNT gratuite, donc je ne paye qu'une fois pour l'achat de mon équipement et ensuite les chaînes me sont offertes et me sont acheminées gratuitement, avec donc un plus par rapport à la TNT, c'est pas seulement 17 ou 18 chaînes, c'est en plus les chaînes du groupe TF1 et peut-être du groupe AV. Et il reste d'autres chantiers. Il avait dit je partirai pas tant que je n'ai pas fait du groupe un groupe média multi-support. Le principal enjeu de son successeur, c'est de réussir à faire ça, c'est de réussir à faire que si on regarde pas TF1 le soir à 20h, on a quand même contact avec un média TF1 d'une manière ou d'une autre, soit sur Internet, soit d'une autre façon. Côté programme aussi, la passation de pouvoir se prépare. Étienne Moujotte devrait passer la main en juin 2008 à Takis Candilis, son adjoint actuel au programme. C'est le début du commencement de la fin d'une époque. Ségolène Royal fait aussi bien que Julie Lescaut sur TF1 et Sarko autant que Navarro. Les émissions politiques cartonnent sur toutes les chaînes. Jamais une campagne n'a été aussi médiatique. Pour en parler, le patron de la rédaction de l'Express, Christophe Barbier, et le chroniqueur des matinales de Canal, Mouloud. Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Plus Clair.
Lundi dernier, Ségolène Royal a rassemblé 8 900 000 téléspectateurs sur TF1 dans le cadre de l'émission « J'ai une question à vous poser ». C'est la meilleure audience d'une émission politique depuis 15 ans. C'est la meilleure nouvelle depuis 15 ans. Non, mais on peut mesurer l'intérêt des Français pour cette campagne et ils sont passionnés par la campagne parce qu'elle est passionnante. On soulève un nombre de thèmes très importants et puis on a affaire à des candidats qui sont eux-mêmes passionnants, qui par leur dimension psychologique, personnelle, leur style, renouvellent complètement le genre. On va parler de la forme de l'émission « J'ai une question à vous poser », qui n'est pas d'ailleurs la seule émission qui met face à face candidats et citoyens. C'est un principe, une forme d'émission qui recueille les suffrages des électeurs, des téléspectateurs, les vôtres également. Moi, il y a toujours des trucs qui me dérangent, c'est que j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même phénomène que le Loft. C'est-à-dire que la première fois, les gens... C'est de la télé-réalité. C'est de la télé-réalité, quoi. C'est que la première fois, les gens avaient vraiment des questions à poser, et la deuxième fois, ils étaient là un peu en show-off. C'est-à-dire qu'il y avait un côté spectacle où ils voulaient tous briller plus que l'autre par rapport à leurs questions. Ce qui m'inquiète, moi, c'est pas que cette émission existe, c'est qu'il n'y ait qu'elle. C'est-à-dire qu'on ait l'impression que ça peut remplacer toutes les autres émissions, et notamment les émissions de confrontation entre des politiques d'un bord et des politiques de l'autre. Ils ne débattent plus entre eux. Alors on aura peut-être le débat d'entre-deux tours rituel, mais Ségolène Royal, elle a fait toute sa primaire et toute sa campagne pour l'instant, sans trouver en face d'elle ni des experts sur une durée assez longue d'émission pour vraiment travailler au corps son programme, ni des adversaires politiques. Donc on les met pas en difficulté. Et puis c'est le petit bout de la lorgnette. On peut pas reprocher à ses invités de parler, de leur cage d'escalier, de leurs problèmes. Alors il y a celui qui était un ancien alcoolique, il y a celui qui a un problème d'allocation logement. Bon, mais le président de la République, son métier, c'est essentiellement de la diplomatie, de la défense, des grands choix économiques. Ça, on les a pas parce qu'il n'y a pas les interlocuteurs. On n'a pas la vision, mais effectivement, on a la sensation que c'est une campagne de proximité, en tout cas une approche de proximité de la politique, comme ils en ont fait sur les marchés. Oui, alors c'est bien parce que ça met un terme définitif au président monarque très loin, très transcendant. En revanche, ça n'est pas suffisant. Ouais. C'est la fin du protocole, ça c'est bien. Le président citoyen, président de tous les Français, mais président comme tous les Français. Selon vous, si ce sont les candidats qui refusent ces débats contradictoires ? Oui. Ou ce sont les chaînes qui... Non, mais ils ont peur, les candidats. Je pense que Nicolas Sarkozy a peur d'affronter Ségolène parce que même s'il gagne dans le débat, on va dire qu'il s'attaque à une fille parce que c'est quand même un mec assez agressif en débat, Sarkozy. Et vice-versa, elle a peur, elle, de se faire coincer sur des questions comme les sous-marins nucléaires ou le chiffrage. Donc ils ont peur que dans un tel débat, les points qu'ils perdront leur soient fatals. Donc ils ont vraiment une stratégie de fuite. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la forme des émissions politiques aujourd'hui, elles rencontrent toutes un franc succès. Marie-Laurence Rincé. Près de 9 millions de téléspectateurs pour Ségolène Royal lundi dernier sur TF1. Aucune émission politique n'avait fait autant d'audience à la télé depuis plus de 10 ans. Un succès qui tient autant au fond qu'à la forme du programme. Ce qui intéresse les gens dans ces émissions, c'est d'abord bien sûr le débat, enfin c'est sans doute le débat public, mais c'est aussi la part ludique que nous avons tous en nous. Et je suis très frappé par le succès de l'émission « J'ai une question à vous poser » qui est 100 contre 1 ou 1 contre 100, qui est exactement le même nombre, le même dispositif que l'émission de jeu de TF1. Un combat impitoyable entre un candidat et 100 adversaires. On attend du candidat qu'il réponde bien, sinon il va dans le mur. Pour cette élection, toutes les chaînes se sont mises à la politique. Même M6 a désormais son rendez-vous hebdomadaire. Si toutes n'enregistrent pas les audiences de TF1, on constate partout un vrai regain d'intérêt pour la présidentielle, qui dépasse d'ailleurs largement la télévision. Sur toutes les chaînes, il y a une augmentation de l'audience très sensible dès qu'on parle de politique. C'est vrai dans tous les médias. Les blogs politiques, l'Internet politique marche. Les journaux de la presse écrite, quand ils font des sujets politiques dans les news magazines, ont 15 à 20% d'augmentation de l'audience. Il y a un moment de réintérêt des Français pour la politique. De bons scores donc même pour les émissions qui ne sont pas dédiées à la politique. Avec François Bayrou en rédacteur en chef, le Grand Journal a réalisé une audience historique avec plus d'1,5 million de téléspectateurs en moyenne. Il touche une partie de son salaire ou... Absolument. Mais comment une partie Je vais faire le travail, je touche tout le salaire. Et avec une prime, parce que c'est en plus une prime d'intérim. Une couverture médiatique beaucoup plus importante qu'en 2002, où les candidats à la présidentielle étaient souvent relégués à la fin du journal télévisé. Cette fois-ci, les deux favoris créent davantage l'événement, si l'on en croit les retombées médiatiques mesurées en UBM, en unité de bruit médiatique. À titre d'exemple et un peu comme illustration, l'investiture de Ségolène Royal qu'on voit ici sur le pic rouge a fait 1800 UBM, quand celle de Lionel Jospin en 2002 n'a fait que 500 UBM. Donc plus de 3 fois plus de buzz médiatique sur l'investiture de Ségolène Royal que sur l'investiture à l'époque de Lionel Jospin. Si les téléspectateurs se passionnent pour la politique, ce n'est pas le cas en revanche des annonceurs qui boudent encore ce type de programme, et ce malgré l'opération commerciale de TF1. Pour J'ai une question à vous poser, la chaîne a revu ses tarifs publicitaires à la baisse.
2 minutes et on se retrouve tout de suite. C'est de l'ordre de 55 000 €, les 30 secondes en coupure de Ségolène ou de Sarko. Et Joséphine, je crois, sur Mars, Ange Gardien, est vendue à 96 000. Voilà. Presque 2 fois plus cher que Ségolène, la Joséphine. Encore frileux, les annonceurs ont préféré lundi dernier miser sur FBI, une valeur sûre diffusée sur France 2. Christophe Barbier, des candidats qui deviennent rédacteurs en chef d'une émission comme Le Grand Journal ou sur les matinales des radios ou encore François Bayrou de nouveau chez Estelle Denis. Il y a effectivement une nouvelle forme pour parler de politique, mais il y a également 2 nouveaux journalistes politiques. Alors le sont-ils réellement d'ailleurs et qu'est-ce que vous pensez de toutes ces nouveautés? C'est la première présidentielle où les candidats, c'est la génération télé. Ils sont nés avec, ils sont nés dedans, ils n'ont pas fait de politique une seconde sans la télévision. Alors que Jacques Chirac, François Mitterrand, ils ont commencé la politique sans que la télé soit très importante, et ils ont dû apprendre. Et d'ailleurs, ils ont appris avec difficulté. Donc, ils maîtrisent complètement l'outil. Donc, c'est devenu très difficile d'abord de les déstabiliser. En revanche, c'est devenu très facile de leur faire des numéros comme ça, où ils vont être brillants, d'où les audiences. D'où la nécessité, évidemment, d'avoir en face, si possible, des experts qui soient intransigeants, et puis des chroniqueurs, des commentateurs qui puissent être sur un registre libre, sur un registre différent pour essayer de les déstabiliser un petit peu. Ce qui se passe dans cette élection également, ce qui est très particulier, c'est la défiance des téléspectateurs, des citoyens à l'égard des journalistes et des médias. Il y a eu donc 2002, où les journalistes n'ont pas annoncé la percée de Le Pen, et puis une forme de prosélytisme aussi lors du référendum de 2005. Est-ce que c'est cette défiance qui fait qu'on a besoin aujourd'hui de mettre face à face candidats et citoyens? Il faut faire attention à ça quand même, parce que d'abord c'est un peu faux. Nous avions à l'Express fait 2 pages, Au secours Le Pen revient, en janvier 2002. On a été les premiers à faire à la une pourquoi le non peut gagner en mars 2005. Donc on n'est pas dans ce politiquement correct. C'est un peu qui veut noyer son média l'accuse de la rage quand même depuis un certain temps. Et ça participe d'une grande illusion un peu dangereuse, c'est qu'on peut se passer de tous les intermédiaires. On peut se passer du Parlement pour la démocratie participative, on va directement à la démocratie directe, la démocratie représentative c'est fini, on peut se passer des journalistes, on peut se passer de tous les intermédiaires, directement du producteur au consommateur. Donc les politiques en jouent, et François Bayrou hurle contre les médias alors qu'il est très bien traité par les médias. De mieux en mieux. Et les citoyens tombent dans le panneau. Vous, votre approche, c'est d'aller sur le terrain. En fait, vous prenez une caméra et puis vous suivez au plus près les campagnes, les candidats, vous allez dans les meetings. On va regarder tout de suite un extrait d'ailleurs de ce que vous proposez dans la vie de Mouloud et puis vous nous direz ce que ça apporte. Ok. Vous êtes rencontrés où? À l'UMP. Alors comment est-ce qu'on pêche à l'UMP? Est-ce qu'on vient de dire t'as entendu le nouveau discours de Villepin Non, en fait, on est... Et si on supprimait la double peine Est-ce que si Sarkozy l'achève, vous seriez prêt à recueillir Doc Gynéco? Non, parce que c'est Sarko qui est son petit maître. Vous avez fumé une cigarette qui fait rire? Non, mais j'essaye. Je vois quelles sont aujourd'hui les vedettes. Vous êtes royaliste? Pardon? Vous êtes républicain. Socialiste républicain. Voilà. Quand on soutient Ségolène Royal, on n'est pas royaliste. Non, on est socialiste, pourquoi? Parce que ceux qui soutiennent Sarkozy sont sarkozystes. Enfin, je sais pas ce qu'ils sont. Qu'est-ce que ça vous inspire, Christophe Barbier? Moi, j'aime bien qu'on ait inventé depuis un certain temps les émissions qui se déstabilisent comme ça, les émissions pièges. Voilà, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'agressivité. Qu'est-ce qu'on mesure là? On mesure le sens de l'humour, on mesure le sens de la répartie, et on mesure derrière ça une certaine forme de finesse d'esprit de l'homme politique qui va pouvoir du tac au tac renvoyer la balle. Et ça, c'est important, parce que quand on se retrouve dans un sommet international face à un ministre finlandais qui veut supprimer la pêche au hareng, ou face à George Bush qui envoie quelque chose, il faut savoir faire quelque chose, faut savoir faire la pirouette comme ça, et il faut savoir du tac au tac répondre. C'est important, et c'est la culture française, c'est l'esprit français. En même temps, est-ce que ça n'est pas un peu trop quick? Parce que comme vous venez de le dire, ils sont rompus à l'exercice des médias, ils sont nés avec la télévision, donc ils savent très bien, vous ne pouvez pas les piéger. Ils sont complètement perdus lorsqu'on les pose des questions de tous les jours. Ouais. C'est on se rend vraiment compte que les hommes politiques n'ont plus l'habitude de parler aux Français au-delà de la barrière d'un marché où ils viennent serrer des mains, quoi. Et moi, la plupart des mecs qui étaient vraiment perdus, c'était des questions de tous les jours, genre Ségolène Royal, est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un de gauche? Ah, je ne sais pas. Ils sont briefés sur tout ce que les journalistes politiques pourraient leur poser, mais sur ce que les Français pourraient leur poser au-delà d'une émission où ils sont 100 avec PPDA, ils ne savent pas. Il n'y a pas que les candidats qui soient nés avec la télévision, en tout cas dans leur carrière politique, il y a aussi les électeurs. Pensez-vous que les électeurs, aujourd'hui, savent décrypter un comportement de candidat à la télévision et lire entre les lignes? J'ai pas l'impression, moi je pense qu'ils prennent les informations comme ils les sentent. Au premier degré? Ouais. Et après, on est dans la bonne vieille tradition du café où ça discute après, quoi.
J'ai du mal à répondre à cette question parce que en 2002, 39% des électeurs se sont décidés dans les 2-3 derniers jours. Donc qu'est-ce qui l'emporte à ce moment-là? Le dîner familial, une dernière image qu'on voit à la télévision, une culture politique profonde qui revient. Et c'est ce choix ultime, ce choix vraiment à la dernière minute répond en partie à cette question. Mais pensez-vous qu'ils perçoivent qu'il y a une séduction? Oui. Et qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre? Oui. Et à un moment, ils croient à la sincérité de l'homme ou de la femme politique. Et dans ce moment-là, le vote se fait. Alors, est-ce qu'ils n'y croient jamais? Est-ce qu'ils y croient un petit peu? Quand ils voient Ségolène Royal s'avancer vers un handicapé et lui toucher le bras, ils se disent, elle a un cœur, c'est formidable. Ils se disent, oh là là, c'est du chiquet. Voilà. À partir du moment où ils adhèrent à l'authenticité, ils se disent, il est comme moi, elle est comme moi, c'est mon président, c'est ma présidente, le vote, il est fait. Alors vous, Christophe Barbier, vous proposez un débat dans le cadre de l'émission Élysée 2007 que vous présentez avec Michel Field. On vous retrouve également chaque matin sur LCI et puis à n'importe quelle heure sur votre blog. Vous êtes très présent dans cette campagne. Et vous, Mouloud, dès 7h du matin dans la matinale de Canal. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de Plus Clair. Et puis tout de suite, le bloc-notes d'Éric Dussart. Le beau succès de Sister Act lundi soir sur TF1, ou plutôt de Sego Act, au blanc et bas noir, elle aussi. Et d'ailleurs vu son audience comme une sœur, elle a dû chanter. 8 900 000 téléspectateurs pour son J'ai une question à vous poser. C'est 700 000 de plus que pour l'émission avec Nicolas Sarkozy. Et oui, à la télé, Sego. C'est plus fort que toi. Ségolène qui, pendant toute l'émission, aura tenté de nous démontrer qu'elle est la voix de la raison. Vous avez raison, mais vous avez raison, et vous avez raison. Vous avez raison, et vous avez tout à fait raison. Vous avez totalement raison, et vous avez raison. Vous avez raison. Ça, elle nous l'a servi 10 fois. C'est totalement déraisonnable. Vous avez tellement raison, tellement raison. Une émission événement qui n'était pas sans nous rappeler à un autre programme phare de TF1, le téléshopping, puisque pendant 2 heures, Ségolène nous a fait la promo de son produit star. Le pacte présidentiel de ce pacte présidentiel. Dans ce pacte présidentiel, dans le pacte présidentiel, dans mon pacte présidentiel, pacte présidentiel, mon pacte présidentiel, c'est dans mon pacte présidentiel. 15 belles démonstrations, manquaient néanmoins quelques arguments. Le pacte présidentiel que je propose vous permet aussi de préparer des confitures ou de délicieuses marmelades de fruits. 2 sacrés trous d'air pour Jean-Luc Delarue cette semaine. Il y a d'abord cette fameuse histoire d'avion où il aurait pété les plombs, insultant et agressant du personnel de bord, sans doute sa manière à lui de dire aux hôtesses. Débarquez-moi, on va se toucher du bois en rythmant l'effort. Et puis, autre crash pour lui cette semaine, sa soirée continue de mardi qui s'est pris une bien sale note côté audience. Une bulle, on appelle ça une bulle, oui. 12% de part de marché et seulement 2 900 000 téléspectateurs pour jour après jour, soit 1 400 000 de moins que pour les 3 derniers numéros. Et puis coup dur aussi pour Ça se discute, 2 fois moins d'audience que d'habitude. Bref, là encore pour Jean-Luc, pas de quoi chanter. Ça plane pour moi, ça plane pour moi. Et pourtant le sujet du jour après jour était inédit, les tocs. Là franchement on comprend les raisons du ras-le-bol du public. C'est l'accumulation. Son prime n'a donc terminé que 4e de la soirée, derrière notamment le grand tournoi de l'histoire sur France 3 qui a bien marché, faut dire que c'était rythmé. La preuve, madame a eu comme une phase de micro-sommeil. Et il haïssait évidemment sa belle-mère. La grande gagnante des audiences de mardi, c'est elle, Valérie Damido. Elle a tout pété. Cette petite virgule d'élégance, elle adore ça. Mais attention, Valérie sait faire d'autres choses en bonne bricoleuse. Elle fait elle-même à la bouche tous les effets sonores de son émission. La preuve par 37. Mardi, Déco s'est hissé sur la 2e marche du podium des audiences. 4 600 000 téléspectateurs pour son remake de Massacre à la tronçonneuse. Une Valérie hors d'elle. Rien ne pouvait stopper sa fureur. Une vraie folie dévastatrice. Sa visite s'est finie par des murs maculés d'un rouge sang. Il y en a partout. Le championnat du monde de ski samedi dernier sur France 3 avec de faux départs. Un montage, c'était l'ami Picard, c'est parti. Et des commentaires première étoile. Il s'appelle, donc il nous vient de la Finlande, Kaiko Niemi. Oui, ça n'est pas le nom d'un meuble à monter chez soi qu'on achète dans un magasin suédois. Ça volait haut et ça volait aussi parfois très bas. En présence de Sa Majesté le Roi. Vous l'avez entendu ? Ah non, on n'a rien entendu. Le Roi. Un petit planeur qui semble également être passé au-dessus de la tête de Béatrice Schoenberg le week-end dernier, puisqu'elle a fait comme si elle avait été victime d'un spectaculaire coup de vent en lançant à l'antenne une opération de sauvetage capillaire. C'est la fin de ce journal. Une mèche de travers et c'est l'angoisse, alors que franchement, elle n'en était pas non plus à ce point-là.
Ainsi se termine ce journal. Léger coup de panique aussi lundi soir pour Patrick Poivre d'Arvor, qui s'est retrouvé pendant 1 minute et 6 secondes avec une portée de chaton dans la gorge. Les motivations de l'adolescente fugueuse n'ont pas été déterminées. Et là, tenez bien son imitation du père Fouras. Qui est-il ? Ont été dérobés le week-end dernier dans une fonderie. Patrick n'avait donc plus de voix, enfin suffisamment quand même pour que l'on entende son appel au secours. Récit d'Axel Girard et Michel Nogaret. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Dernier épisode de 24 heures chrono, saison 5, jeudi soir sur Canal. Jack Bauer a enfin terminé son boulot et franchement, quand il fait le bilan de sa journée, il est content. Il se dit... Une journée pourrie pour lui, mais pire pour d'autres, vu le nombre de victimes dans cette saison. J'en compte à peu près une douzaine. Pas vraiment, non. 77 morts en tout. Pour 60 d'entre eux, cette journée, ce fut de la balle. Pour 8, ça a bien gazé. Et 5 ont eu quelques problèmes laryngés. Bref, une journée crevante pour Jack. Il l'a bien mérité, sa petite pause télé tranquille devant... Émission qui pourrait d'ailleurs lui donner des idées de torture pour les prochaines saisons. Julien Dugas, bonjour. Bonjour. On vous retrouve pour de nouvelles indiscrétions et on débute tout de suite avec TF1, un peu vieux jeu. Oui, TF1 qui travaille actuellement sur le retour du cultissime Une famille en or. Le succès de La Roue de la Fortune a dû leur donner des idées. Et TF1 qui prépare un spécial avec Céline Dion. Oui, je sais, c'est pour dans longtemps, à savoir pour la fin de l'année 2007. Mais une soirée spéciale Céline Dion, c'est toujours un événement. Ça sera enregistré à Los Angeles pour la fin de l'année 2007 sur TF1 en prime time. L'amie Céline sera certainement entouré de son René de Marie et son René Charles, 2 fils, pour fêter la fin de son enfermement à Las Vegas. Et oui, le 15 décembre, ça sera la fin de 3 ans de son show spécial à Las Vegas. Un manga déjà culte pourrait débarquer en France. Oui, Afro Samurai, c'est son nom, est diffusé depuis le 4 janvier aux États-Unis sur Spike TV. L'événement, c'est que c'est Samuel L. Jackson qui produit et qui prête sa voix au personnage principal. L'histoire, un samouraï noir cherche à se venger de la mort injuste de son père, le tout dans un Japon futuriste. Tout de suite, extrait. And one other thing. Don't look now, but I think you got a stalker. A crazy fanboy from the tea house. And he don't want your autograph, more like an epitaph. Now, I suggest you keep stepping, because this one is a stone killer. A priori, Canal+ serait intéressé pour l'acquisition de cette adaptation de l'œuvre de Takashi Okazaki. Catherine Deneuve dans Nip Tuck, vous nous l'aviez annoncé, mais cette fois-ci, on a les images. Oui, vous le savez, on en parlait, la saison 4 de Nip Tuck compte moult guests, dont évidemment notre Catherine Deneuve nationale. Dans l'épisode 12, Troy et McNamara lui posent des implants mammaires avec les cendres de son défunt mari. Évidemment, cette séquence est déjà culte et évidemment, on vous l'offre tout de suite en cadeau. Tell me what you don't like about yourself, Mrs. Luby. Loubet. It's French. Ah, oui, d'accord. I'm here for my breasts. If I may say, they look quite spectacular as they are. Saline or silicone? Céline. My Victor put them in almost 5 years ago. Et pour les frustrés, ceux qui veulent en voir un peu plus, qui veulent voir l'épisode en entier, c'est le 19 mars à 23h30 sur Paris Première. Paris Première qui en profite du coup pour faire une semaine spéciale Catherine Deneuve. Merci Julien Dugas. Tout de suite la pub et après la pub, le zapping. Julien Lepers et Maïtena Birapen sont dans Plus Clair. À tout de suite. Claire, la suite, c'est tout de suite avec le zapping. Jean-Luc Delarue en prise avec la justice à la suite d'un incident sur le vol Paris-Johannesburg en Afrique du Sud. Ce n'est pas la première fois que des animateurs ont des démêlés avec la justice. Marc Derian, Damien Cabrespine. Jean-Luc Delarue soucieux. Lundi matin, la presse People dévoilait les coulisses mouvementées d'un vol Air France perturbé par l'animateur. 3 plaintes déposées par le personnel navigant et un steward mordu. Un incident vite repris par l'ensemble de la presse. Je suis pas surpris de la médiatisation des affaires pour les personnalités de télé. Ce sont des personnalités publiques et il est un peu normal qu'on parle de leur vie, même privée.
Animateur télé et justice, la relation n'est pas toute neuve. Bonjour, Daniel Gilbert, en prison à Nice. 1991, une icône française est condamnée pour escroquerie et publicité mensongère. Elle avait vanté les mérites d'une bague miraculeuse. 2 ans plus tard, Patrick Sabatier est condamné pour fraude fiscale. Des affaires surexposées dans les médias, mais pour les avocats des animateurs, une difficulté de taille, éviter que la célébrité des accusés joue sur la décision de justice. L'animateur télévision doit avoir des vertus d'exemplarité au niveau de la société. Donc c'est l'occasion véritablement de rappeler la loi, de la demander avec plus de sévérité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont jugés avec plus de sévérité une fois que les feux sont éteints, que les journalistes sont sortis et que les magistrats en toute sérénité rendent leurs décisions en application de la loi. En 2005, Guy Carlier est condamné à 4 000 € de dommages et intérêts pour avoir diffamé Carole Rousseau, mais pour le chroniqueur, la principale blessure est ailleurs. J'avais un casier judiciaire vierge et aujourd'hui, j'ai un casier judiciaire, vous imaginez ça, à cause de Carole Rousseau, ce qui est quand même assez humiliant. Autre affaire en cours, la mise en examen cette semaine de Coé et du magazine Entrevue pour diffamation et injure raciale. Derrière cette plainte, un habitué des procès, le milliardaire jet-setter Omar Harfouch. C'est pour mon honneur que je vais en justice et non pas pour exister médiatiquement parce que de toute façon, c'est de Coé qu'on a parlé, c'est pas d'Oma qu'on a parlé. Avant Coé, d'autres animateurs avaient déjà été accusés de racisme. Patrick Sébastien, époque TF1 avec son sketch Cassé du Noir, ou Marc-Olivier Fogiel et le SMS injurieux diffusé sur l'antenne de France 3. Une constante cependant, la clémence des téléspectateurs. Aucune carrière pour l'instant n'a été brisée. Je pense que le téléspectateur est assez indulgent quand même, est assez indulgent. À partir de là, c'est dilué par le temps, quand on oublie. Pour Jean-Luc Delarue, la question reste en suspens. Jour après jour, mardi dernier a réalisé une de ses plus mauvaises performances avec seulement 12,3% d'audience. Le prochain défi de l'animateur, redorer son blason de gendre idéal. Merci pour nos invités, bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Un lifting du concept, un nouveau duo d'animateurs, des candidats un peu moins ringards. La soirée de sélection de l'Eurovision s'offre un relooking extrême. Nous recevons Julien Lepers, accompagné de Maïtena Birabin, qui joue les Globetrotters sur Canal. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Non, plus clair. Bonjour Florence, bonjour tout le monde. Vous vous connaissiez? Pas du tout. J'avais entendu parler de Maïtena quand même. Et télévisuellement, vous connaissez bien sûr. Attends, question pour un... Non, c'est sur le pion qu'on le fait, mais... Question pour un champion. Voilà. Très bien. Non, je suis très heureux d'être à côté de Maïtena et je suis subjugué, je dois dire. Alors, on va parler un petit peu de l'Eurovision. On commence par moi, je veux bien, oui. Bah oui, on va commencer à parler un petit peu de l'Eurovision. Alors, allons-y, parce que c'est l'actualité. Alors, Julien Lepers sort ses fiches, pas besoin de fiches quand même. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. L'Eurovision, non, on va pas avoir le temps de les dire. Oui, bon. Alors, vas-y, je réponds aux questions. Oui. Alors, déjà, vous trouvez votre copain Tex oui, ça pour sera animer un la duo. soirée de la sélection après de Guy Carlier à Kiev en Ukraine. Et donc, c'est le nouveau duo télévisé. Donc, on va faire ça avec Tex et avec beaucoup de plaisir. Maïtena, vous avez déjà regardé une soirée de sélection de l'Eurovision? Une soirée de sélection, écoute, la dernière fois que j'ai regardé ça, je pense que c'était au moment d'Aujourd'hui Madame. Oh. Cette année, la nouveauté, il y a 10 finalistes lors de cette soirée du 6 mars. Oui, alors chaque chaîne du groupe France Télévisions. Donc France 2 s'est réservé l'univers de la variété française, 2 chansons qui représentent vraiment la variété française. France 3, c'est la nouvelle scène française, 2 chansons aussi. France 4 propose 2 rap et rock. France 5, la pop musique et RFO, les musiques du monde. On a 10 chansons qui balayent toute la scène musicale française. Il faut choisir une, c'est ça? Il faut choisir une, exactement. Qui on représentera donc la France à Helsinki. Et on regarde quelques-uns de ces finalistes. قلبي مرسوم على جيتي ما بين الغربة بلادي والوادي مالقري وصلت عليه وين قلبي مرسوم على جيتي قلبي مرسوم على Bon, alors on voit que c'est quand même nettement moins vieillot que ça ne l'était. Voilà, on a décoiffé, on a dépoussiéré tout ça. Et alors, vous avez des nouvelles de Virginie Pouchin qui a terminé 4e l'an dernier, mais 4e en partant de la fin. C'est pas sympa, non, je l'embrasse Virginie. non, mais ça c'est pas sympa non plus, ça m'étonne de Florence.
C'est drôle, c'est pas très il faut grave. un classement, c'est pas très grave du tout. Et puis peut-être que ça va être une nouvelle carrière pour elle, j'en sais rien. Et vous n'êtes pas encore allé tourner du côté des pays scandinaves dans le cadre de votre émission Pas Les encore. Nouveaux Explorateurs. Je pense qu'on va y passer puisque moi j'ai en charge, je présente une émission de documentaire sur Canal et je fais moi-même 4 documentaires Non, c'est sur pas possible. l'éducation des enfants. Et donc l'idée évidemment c'est d'aller voir un jour ou l'autre du côté des pays scandinaves qui sont le modèle parfait, n'est-ce pas? Mais pas tout de suite, pas forcément tout de suite. 17h le dimanche sur Canal. Les Nouveaux Explorateurs. Il y a des nouveaux explorateurs, il y a encore des explorateurs et des aventuriers aujourd'hui? Il y a encore plein. des zones à explorer. Mais moi je pense qu'il y en a justement plein. D'abord, il y a une très bonne idée dans cette émission qui est l'exploration à l'envers, parce que c'est vrai quand on parle d'exploration, on considère que c'est de notre point de vue à nous. Or il y a une idée géniale qui consiste à faire venir des papous en France et c'est eux qui nous explorent. Et puis il y a plein de manières justement d'explorer différentes, puisque on va rencontrer des gens à la faveur de sa spécialité. Il y a un cuisinier qui va faire la cuisine chez les autres. Il y a un grand reporter qui nous emmène sur les zones de conflit, mais qui nous les montre autrement. Il y a une fille qui est folle de ville qu'on verra dimanche à Mégalopolis, qui va voir comment les gens saisissent leur ville et vivent dedans. Alors Maïtena, on avait l'habitude de vous retrouver non pas à 17h à l'heure du thé le dimanche, mais plutôt à 12h40 sur Canal. Ouais, à 12h40 sur Canal, chaque jour, pendant la semaine. C'est pas un horaire qui vous allait mieux que l'heure du thé? Je me fiche complètement de l'heure à laquelle ça passe. Si vous voulez, quand on a travaillé à 9h du matin pendant 3 ans... C'était les maternelles? Voilà, on se fiche à peu près de tout, comment vous dire. Et je pense pas que l'intérêt aille avec l'horaire de diffusion. Et cette collection de documentaires, est-ce que c'est un lot de consolation pour ne pas avoir pu continuer? Nous ne sommes pas des anges sur Canal. C'est ça qu'il faut que je réponde. Écoutez, je sais pas, sûrement. C'est vécu comme ça par certains. Non, c'est une question. Non, mais dans le métier, en tout cas, ça peut être vécu comme ça. Moi, je sais pas comment vous dire. Je suis rentrée dans le bureau de mon patron qui m'a dit écoute, on arrête ton émission à 12h40. Je dis écoute, je te comprends. En même temps, comment te dire, je suis enceinte, donc je m'attendais à être virée. Et on me donne ça, ce qui me permet d'avoir un enfant, de faire le tour du monde et de rencontrer des gens fantastiques. Si je suis au placard, c'est bien comme ça me va. Moi, Elle n'a pas la langue dans sa poche, c'est ça qui me plaît. Mais justement. Je l'adore. C'est pour ça qu'elle a un succès fou. Regarde les yeux, le regard, les yeux, le regard, le sourire, tout. Julien Lepers, vous avez à votre actif 2 septennats, un quinquennat. Ouais, respect. Comment ça? Respect, parce que ça fait très longtemps que vous présentez Question pour un champion. 18 Alors, ans. qu'est-ce que c'est le secret pour rester un animateur qui a la cote? Je ne sais pas, mais vous ennuyez pas, parce que 18 ans, Julien, c'est long. Ça fait 5000 fois qu'on pose cette question-là. Alors, la réponse est non, parce que c'est... Alors, la gourde t'a demandé... Les candidats sont nouveaux, les questions sont nouvelles. Non, franchement, c'est bon. 18 ans, c'est long. Et je m'ennuie pas d'être numéro 1 tous les soirs, donc on est à 18h05, et c'est vous avez augmenté la cadence puisque c'est 7 jours sur 7 maintenant. C'est ouvert pas depuis légal. septembre. Oui, ce n'est pas légal. Pourquoi ça? Ah oui, 7 jours sur 7. Non, mais bon, je suis très content de faire ça. Maïtena, un souhait pour le futur, si vous pouviez en exprimer un? Je sais pas, parler à des gens, de l'interview, voilà, un truc comme ça. Mais c'est très difficile de souhaiter quelque chose quand on est comblé, Florence. Oh, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. J'ai envie d'embrasser, je l'embrasse. Bonne chance, mais allez-y. Merci, Florence. Bonne chance pour la suite. Alors, question à plusieurs millions d'euros. Quel est le point commun entre Tout le monde en parle, Vivement Dimanche et Kaamelott? Ce sont des formats français qui s'exportent à l'étranger. Pourquoi? Comment? Combien? Laurent Bachet. Le plus gros carton français à l'export, c'est Caméra Café. Play ping pong well, you need nerves of steel, like a surgeon. Yeah, but hang on, 21-2 against a guy. Vendu dans 24 pays, adapté, sous-titré et même doublé en anglais, Caméra Café, c'est une très bonne affaire. Lorsque un producteur étranger va vendre le projet d'une série à une chaîne de télévision, il va estimer que la fabrication va être X centaines ou milliers d'euros par épisode. Et donc, nous, on va prendre un pourcentage sur ce budget de production. C'est un pourcentage qui varie entre, on va dire, 8 et 15%. En général, c'est plutôt 10%. Déjà vendu en Espagne, en Italie et au Québec, les Chevaliers de Kaamelott ont bon espoir d'atteindre. Il Graal. Mais le plus gros vendeur français, c'est Endemol qui exporte Rêve d'un jour, Attention à la marche, La Fureur, Première compagnie et Apprendre ou à laisser dans 60 pays. Endemol France est doté d'une structure de création qui réagit très vite à chaque demande. C'est la grande force d'Endemol, en effet, c'est que toutes les idées qui sont développées, notamment ici en France, peuvent être très très vite présentées dans les 26 pays où le groupe Endemol est présenté. Les projets qui sont développés ici dans nos locaux peuvent être présentés en 8 jours, en 15 jours, à 5, 10, voire même 15 territoires.
Face à cette grosse structure, Perry Cochin, chroniqueuse de On a tout essayé, installe les classiques de la télé française dans le monde arabe. Jean-Philippe Bourdon. J'ai acheté les droits de ces émissions pour les fabriquer, les produire en langue arabe pour tous les pays arabes. J'ai commencé par Tout le monde en parle, Un gars, une fille, puis ensuite Vivement dimanche, Taratata. Vivement dimanche devient Sharaftouna. La forme est identique, mais les thèmes abordés diffèrent. Les sujets de politique ou les sujets qui touchent à la religion ou les sujets de société qui sont aujourd'hui des choses tout à fait normales chez nous, telles que le divorce, l'avortement, l'homosexualité, tous ces sujets qui font partie de notre quotidien en Europe. Là-bas, c'est pas le cas. Côté chic et haute couture, 93 Faubourg Saint-Honoré va être adapté au Québec, déjà convaincu par le style Ardisson. On a acheté la plantation, les invités, le principe des entrevues formatées, mais on ne prend pas celle d'Ardisson. C'est nos questions. Ce qu'achète le producteur étranger, c'est il achète la charte, le devis et il achète entre guillemets, le succès. Ça devrait mieux fonctionner, ou à partir de là, au lieu de partir à 0, on va partir à 8. Côté succès, Guy Lepage a fait ses preuves. Il a conçu Un gars et une fille vendus dans 13 pays. On dirait que tu sens le sexe. M6 est devenue grande et fêtera ses 20 ans en mars prochain. Retour sur 2 décennies de la petite chaîne qui n'a cessé de monter, Julien Dugast. Maintenant, si vous en êtes d'accord, que la fête commence. Jean Drucker lançait M6, c'était il y a 20 ans. Je crois que le slogan « La petite chaîne qui monte » lui convient bien. Brique après brique, M6 s'est construit, démarré 1er mars 1987, aux alentours de 11h30. Ça a démarré avec des programmes de stock, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose. Et puis petit à petit, ils ont construit l'antenne. 20 ans d'antenne, difficile à résumer, où les images marquantes ne manquent pas. Tu peux pas savoir combien d'années j'ai attendu ça. Alors 82. Allez, vas-y, crache. Bonjour et bienvenue à tous dans la turbo de M6. Jean Edernalier, Jean-Luc Delarue, Séverine Ferrer, le clin d'œil de Serge Molitor, la moustache de Laurent Boyer, les pitreries de Michael Youn et sa bande du Morning Live. Chaîne musicale à ses débuts, M6 a toujours choisi la contre-programmation. Dans ses gènes, M6 est l'outsider. C'est la chaîne qu'on avait condamnée. On avait dit c'est la chaîne de trop. Donc c'est culturel, c'est dans l'ADN d'M6 d'être celle qui doit se défendre, qui doit exister. Emmanuel Chat en sait quelque chose, lui qui, comme Patrick de Carolis et d'autres, ont contribué à l'info sauce M6. Résultat, 1% environ de hausse à Wall Street en 5 jours. C'est un bon résultat. Un petit peu moins à Tokyo. C'est en fait à Paris que la progression a été la plus forte. Mais s'il ne fallait retenir qu'un événement marquant, ce serait bien sûr le Loft, véritable révolution du PAF en avril 2001. Au bout de 70 jours, il n'en restera plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Avant, j'étais personne. Je marchais normalement dans la rue. J'étais Loana comme tout le monde. Et je suis ressortie, je faisais la couverture des magazines. Et pour moi, c'était irréel. C'est probablement l'événement le plus important de l'histoire de M6, puisqu'il a mobilisé l'opinion, les autorités, le CSA qui est allé de son communiqué évidemment, un peu poivre et sel, un communiqué un peu poivre et sel, des journaux prestigieux, Le Monde qui en a fait des tonnes, avec un sondage de la Sofres qui d'ailleurs donnait une autorité à l'émission, et du coup c'est devenu le phénomène de société que M6 a gagné, et la chaîne a gagné ce jour-là. La chaîne a gagné grâce au Loft et surtout grâce à une gestion serrée à M6, un sou est un sou. Du coup, on a souvent reproché à la chaîne de faire des programmes cheap. Ou ce qu'on appelle le coût de rentabilité de la grille. On met en rapport ce qu'a coûté la grille par rapport finalement à ce qu'elle a rapporté au niveau publicitaire. Et chez TF1, ce taux est de 25%, alors que chez M6, il est d'environ 50%. Rentable M6 malgré des échecs qui font aussi partie de son histoire. Après un Loft 2 au casting douteux, les colocataires n'ont pas vraiment trouvé leur public. Mais ce n'est rien comparé à la déception qu'a été Unisex et surtout, à bout de force, l'un des plus mauvais souvenirs des dirigeants de la chaîne, déprogrammé après un numéro. Mais M6, c'est aussi la chaîne des séries. Oh, maman!
Et oui, avec La Petite Maison dans la Prairie et plus récemment des succès comme Desperate Housewife et bien sûr Prison Break. Je vais te sortir d'ici, c'est impossible. Pas quand on a conçu les plans des bâtiments. Vous êtes toujours sur moi. Un Mac d'Info Hebdo, une émission de foot, un talk en direct, mais il manque quand même à M6 deux atouts de taille pour devenir une vraie généraliste. La grande messe du 20h, mais surtout... La case de l'avant-soirée, l'Access Prime Time, où là c'est un de leurs enjeux, pour enlever les séries et mettre des programmes de flux, talk show ou jeux qui caractérisent également les chaînes généralistes à ce moment-là de la journée. L'Access Prime Time, c'est d'ailleurs le nouveau chantier d'M6 pour la rentrée prochaine. Voilà, c'est la fin de Plus Clair. Rendez-vous la semaine prochaine à 12h40 pour une émission spéciale dans les coulisses de la télé. Dans un instant, l'hebdo cinéma de Daphné Roulier. Salut et très bon week-end.